La France est la première destination touristique mondiale. 90 millions de visiteurs par an. Des affiches partout, des hôtels pleins en juillet, des plages bondées en août. Mais si vous regardez au-delà des saisons de pointe, vous trouverez des stations entières que les touristes ont abandonnées une à une, sans bruit, sans explication officielle des hôtels ouverts le lundi et fermés définitivement le vendredi, des promenades refaites à 9 et 100 passants, des villes construites pour des millions et fréquentées par des centaines. Ces endroits existent encore. Ils sont sur les cartes, certains ont des offices de tourisme, voici 10 d'entre eux. Et la plupart des Français croient qu'ils prospèrent encore. Le numéro 1 a construit son identité entière autour d'un lac que personne n'a le droit de toucher depuis 45 ans. Si ce genre d'histoire vous parle, abonnez-vous. On en publie une nouvelle chaque semaine. Et certaines sont encore plus difficiles à croire que celle-ci. 10. Lamalou-les-Bains, héros. Dans les gorges sèches et brûlées de l'Orbe, à 10 km de Bédarieux, Lamalou-les-Bains se présente encore comme une station thermale. Les façades Art Nouveau sont encore debout. Les plaques établissements thermal agréés sont encore vissées au mur. Certains hôtels de cure sont encore listés dans les guides officiels de la sécurité sociale. Mais en 1920, Lamalou était appelée la Suisse des pauvres, la seule cure accessible aux ouvriers, aux employés des postes, aux instituteurs qui ne pouvaient pas se payer Vichy. Et tout a changé du jour au lendemain. Au pic de son activité, Lamalou comptait une gare inaugurale en pierre de taille, 3 hôtels de cure classés, un casino Belle Époque avec orchestre municipal, des jardins à jet d'eau entretenus par la ville, et un médecin thermal pour 30 pensionnaires. Près de 8000 curistes par saison appelaient cet endroit leur guérison. Des hommes en peignoir blanc marchaient lentement le long de l'Orbe le matin. Leurs femmes tenaient des carnets de cure. Les enfants étaient interdits de courir dans les allées. En 1965, la sécurité sociale remboursait intégralement 20 et 1 jour de cure à Lamalou. En 2025, le remboursement moyen est de 129 € pour l'ensemble du séjour. Les remboursements ont chuté. En 1985, les hôtels ont fermé. Les prescriptions thermales sont encore accrochées au tableau d'affichage de l'Office de tourisme des fiches de cure, indiquant les heures de bain, la température de l'eau, les exercices prescrits par le médecin. La plupart des gens passent devant sans jamais s'arrêter. 9. Boulogne-sur-Mer, Pas-de-Calais. Sur la côte d'Opale, battue par un vent qui ne s'arrête jamais, les hangars du port sont encore debout. Les rails des chariots à poissons sont encore incrustés dans le béton des quais. C'est parce qu'en 1985, Boulogne-sur-Mer était le premier port de pêche d'Europe. Ce qui a suivi était difficile à croire. Au pic de son activité, Boulogne comptait 700 chalutiers enregistrés, une criée de 4 hectares, 15 000 emplois liés à la mer, une école de marins-pêcheurs, des glacières industrielles, des conserveries le long du quai et un marché aux poissons quotidien fréquenté par les grossistes de Paris. Les chalutiers rentraient à 4 heures du matin. Les femmes attendaient avec des caisses en polystyrène sur les quais. Les commissaires-priseurs criaient les prix dans une vapeur de glace pilée. La ville sentait le sel et le diesel. En 1985, Boulogne traitait 120 000 tonnes de poissons par an. En 2024, moins de 10 à 8 000 tonnes, la production annuelle d'un seul chalutier industriel espagnol. Pas de tempête, pas de marée noire, pas d'accident. Les quotas européens ont décidé. En 2002, la moitié des bateaux sont partis. Les tableaux de marée sont encore affichés dans la salle des ventes désaffectée, à côté des ardoises de cotation que les commissaires-priseurs utilisaient pour noter les prix, heure par heure, au feutre blanc effaçable. La plupart continuent, c'est tout. Le numéro 8 a survécu à 2450 ans d'histoire méditerranéenne. Ce sont 6 semaines d'été qui l'ont rendu invisible. Si vous avez pris la nationale 312 vers le cap d'Agde, vous êtes passé à 3 km. Peut-être avez-vous remarqué quelque chose d'étrange des ruelles en pierre noire, des volets clos, une cathédrale en plein air sans touristes. Agde, héros, enfoncé dans les terres basaltiques noires comme de la lave refroidie,
à 3 km de la Méditerranée, les ruelles médiévales en basalte sont encore là, encore fermées à double tour de septembre à juin. Et tout a changé du jour au lendemain. Au pic de sa vie, la vieille ville d'Agde comptait une cathédrale saint, Étienne du XIIe siècle, 47 hôtels particuliers Renaissance, une halle au grain du XVIIe, un musée d'archéologie avec des trésors grecs remontant à 500 avant Jésus-Christ, des remparts romains et un marché du lundi qui emplissait la place principale de Cajo. Pendant 2000 ans, des pêcheurs grecs, romains, arabes et catalans ont vécu dans ces ruelles. Le marché emplissait la place. Les enfants grimpaient sur les remparts. Agde a été habité en continu depuis 425 avant Jésus-Christ. Le cap d'Agde naturiste, à 3 km, construit en 1974, reçoit aujourd'hui 50 fois plus de visiteurs que la cité qui a survécu à l'Empire romain. Le cap a ouvert. Agde a été oublié. Les anneaux d'amarrage des bateaux forgés à la main au XVIe siècle sont encore scellés dans les quais du canal du Midi. La plupart continuent, c'est tout. Si Agde vous a arrêté, ce qui vient après est encore plus étrange. Abonnez-vous pour ne pas perdre la suite. L'Allier revient sans cesse dans ce genre de liste. Il y a une raison à cela. 7. Vichy. Au bord d'une rivière plate et sans relief, le palais des congrès est encore debout. Les thermes Calou sont encore ouverts 3 jours par semaine. Ce qui rend Vichy vide aujourd'hui n'est pas la qualité de ses eaux, c'est le contraire. Les événements qui ont suivi étaient inévitables. Au pic de son activité, Vichy comptait 50 000 curistes par saison, 14 hôtels de première catégorie, un opéra de 1400 places, 3 établissements thermaux classés, des galeries couvertes de 2 km, un hippodrome et un casino classé monument historique. Des ministres de la Troisième République venaient y passer l'été avec leurs secrétaires. Des maréchaux prenaient les eaux le matin. Les diplomates jouaient aux cartes l'après-midi. C'était la capitale estivale officieuse de la France. De juillet à octobre 1940, Vichy était la capitale de l'État français. L'hôtel du Parc, aujourd'hui reconverti en appartement résidentiel, abritait le bureau de Pétain au 3e étage. Les plaques ont été retirées en 1945. Certains cadres de fenêtres portent encore les fixations des rideaux occultants réglementaires. La guerre a fini. Vichy n'a jamais récupéré. Les menus des restaurants de cure sont encore encadrés dans les vitrines de certains hôtels fermés, à côté des livres de prescription thermale indiquant les noms des curistes, leur pathologie, la source assignée, l'heure de boisson quotidienne. La plupart continuent, c'est tout. 6. Le Croisic, Loire-Atlantique. Sur une presqu'île exposée à l'Atlantique, avec un vent de face 280 jours par an, le port de pêche est encore là. Les cales de mise à l'eau sont encore bétonnées, les bites d'amarrage encore rouillées en ligne. Mais en 1900, le Croisic était le premier port sardinier de France. En quelques mois, tout a basculé. Au pic de son activité, le Croisic comptait 200 sardinières, une conserverie industrielle, 40 chalutiers, un marché aux poissons quotidien, des saurisseries le long des quais, une école de navigation et 4500 habitants vivant directement de la mer. Les femmes triaient les sardines à la main sur les quais à l'aube, les doigts dans la glace. Les conserveries crachaient de la fumée dès 5 heures du matin. Le port sentait le poisson fumé et le goudron chaud. La criée du Croisic, construite en 1972 pour moderniser le port, a fermé en 2004, 32 ans après son inauguration. Elle est toujours debout. Les vitres sont intactes. Le tableau d'affichage électronique des prix est encore branché. Pas de pollution, pas de catastrophe, pas d'arrêté préfectoral. Le poisson est parti. La criée a fermé. Les balances de pesée sont encore fixées au comptoir de la salle des ventes, à côté des fiches de débarquement, indiquant l'espèce, le poids, l'heure d'arrivée, le bateau, le prix final. La plupart continuent, c'est tout. Si le Croisic vous a convaincu, abonnez-vous maintenant. On est à la moitié et le numéro 1 de cette liste est quelque chose que je n'ai pas encore mentionné. La suite est encore plus difficile à croire. La Côte d'Azur revient sans cesse dans ce genre de liste. Il y a une raison à cela. 5.
Menton, Alpes-Maritimes. Coincée entre la frontière italienne et des falaises tombant directement dans la Méditerranée, la ville est encore là, ses hôtels belle époque, encore classés, encore vides l'hiver. Et tout a changé du jour au lendemain. En 1900, Menton comptait 30 hôtels de luxe ouverts uniquement d'octobre à avril. Une colonie britannique permanente de 5000 personnes. Une ligne de tramway privée, un jardin botanique à flanc de falaise, un casino, un tennis-club réservé aux lords et des villas nommées comme des manoirs anglais. Les lords arrivaient avec leurs serviteurs en novembre, fuyant le brouillard de Londres. Ils déjeunaient sur les terrasses, se promenaient en chaise à porteurs le long de la mer. Menton était leur sanatorium à ciel ouvert. En 1910, Menton comptait plus d'hôtels par habitant que Paris. En 2025, 62% des logements de Menton sont des résidences secondaires, le taux le plus élevé des Alpes-Maritimes. En dehors de juillet-août, la ville ressemble à un décor de film. La mode estivale a changé, l'hiver a disparu. Les enseignes en anglais gravées dans les frontons sont encore visibles. Winter Palace, Bristol Hotel, Bellevue Club, avec les registres d'hôtels en anglais dans la bibliothèque municipale. Listant les lords, leurs chambres et leurs dates d'arrivée, la plupart continuent, c'est tout. 4. Hauteville-Lompneux. 1. Perché à 850 mètres dans un plateau exposé au courant froid du Jura toute l'année, le village est encore là, ses sanatoriums encore debout, certains convertis en résidence, un encore utilisé comme centre de convalescence. Ce qui a été laissé derrière n'est pas seulement des ruines, ce sont des villes entières, construites pour des gens qui ne devaient jamais guérir. Ce qui a suivi était difficile à croire. Au pic de son activité, Hauteville comptait 12 sanatoriums construits entre 1900 et 1940, une voie ferrée spéciale avec wagon-lit pour malades, une pharmacie spécialisée, une chapelle dans chaque établissement, des terrasses de cure exposées plein sud et 800 lits de longue durée. Les tuberculeux arrivaient en train, allongés, trop faibles pour marcher. Ils passaient des mois sur des chaises longues, enveloppés dans des couvertures, attendant que l'air froid des Alpes les guérisse. Certains n'écrivaient plus qu'à leur famille. Entre 1900 et 1950, plus de 12 000 tuberculeux ont été soignés à Hauteville. La streptomycine a été introduite en France en 1947. En 3 ans, 8 des 12 sanatoriums étaient fermés ou reconvertis des bâtiments de 400 lits, vidés en 36 mois. Pas de faillite, pas de crise, pas d'incendie. La streptomycine a tout changé. En 1950, les sanatoriums ont fermé. Les chaises longues de cure sont encore stockées dans les caves de certains bâtiments reconvertis rangés en file. Étiquettes de service encore attachées. La plupart continuent, c'est tout. Vous êtes encore là ? Ça veut dire qu'Hauteville-Lompneux a fait son effet. Abonnez-vous avant le numéro 1. Ce qui arrive maintenant mérite d'être vu jusqu'au bout. 3. Arcachon, quartier d'hiver. Gironde, enfouie sous les pins maritimes sur les dunes atlantiques, 57 villas belle époque sont encore debout, toitures en pagode, jardins d'hiver en verre, volets peints exactement comme en 1870. Mais en 1863, le quartier d'hiver d'Arcachon était la station balnéaire la plus sophistiquée d'Europe. Et tout a changé du jour au lendemain. Au pic de son activité, le quartier comptait 300 villas de villégiature construites entre 1863 et 1900, une église néo-gothique, un théâtre à l'italienne de 800 places, une gare terminus en bois, un casino d'hiver avec salle de bal, des kiosques à musique et une colonnade de 400 mètres. Les artistes, les écrivains, les peintres venaient passer l'hiver. Toulouse-Lautrec y a vécu. Goya a peint les dunes depuis sa chambre. Le matin, les promeneurs marchaient sous les pins. Les enfants jouaient dans les jardins japonais. C'était une vie ralentie, délibérément hors du temps. Parmi les 300 villas originales, 57 sont classées monuments historiques. Sur ces 57, 46 sont fermées à l'année.
Leurs propriétaires, souvent des héritiers qui ne se sont jamais rencontrés, paient les charges de conservation sans jamais y venir. Une villa rue des Fauvettes n'a pas été habitée depuis 1987. Les propriétaires ont hérité. Personne n'est revenu. Pas de vente, pas de démolition, pas de projet. Pour des villas que les grandes familles bordelaises ont construites pour durer 1000 ans, voilà ce qui reste. Des jardins que personne ne taille, des horloges arrêtées et des héritiers qui paient pour ne pas y aller. Les initiales en ferronnerie des familles fondatrices sont encore soudées au portail d'entrée à côté des livres d'or dans lesquels les visiteurs divers signaient leur passage, leur chambre, leur date d'arrivée. La plupart continuent, c'est tout. Le numéro 2 est différent de tout ce que vous venez de voir. Ce n'est pas une station en déclin, c'est une ville entière construite pour 6 semaines par an, légalement obligée d'être nue. 2. Cap d'Agde. Village naturiste. Hérault. Une ville dans la ville, construite derrière des murs et des grilles en 1974, les appartements encore là, les plages encore ouvertes, les piscines encore vides 9 mois sur 12. Ce qui rend le Cap d'Agde étrange aujourd'hui n'est pas ce que vous pensez. C'est le contraire. Les événements qui ont suivi étaient inévitables. Au pic de la saison, le Cap d'Agde compte 40 000 résidents, 90 restaurants, 3 supermarchés naturistes, une poste, un commissariat dédié, une école primaire ouverte en été, un port de plaisance, une banque et des pharmacies. En août, 40 000 personnes vivent complètement nues dans une ville fonctionnelle. Elles font leurs courses, déposent leurs enfants à l'école, vont à la banque, consultent le médecin. Une ville normale, sans vêtements. Le quartier naturiste du Cap d'Agde est la seule ville d'Europe où il est légalement obligatoire d'être nu dans la zone résidentielle. La réglementation municipale, codifiée en 1974, est encore en vigueur en 2025. En dehors de juillet-août, des gardiens patrouillent dans une ville de 40 000 logements où moins de 200 personnes vivent à l'année. La saison s'arrête le 30 et 1 août. En septembre, il n'y a plus rien. Pour la seule ville légalement naturiste d'Europe, construite pour changer la société, voilà ce qui reste. Une ville fantôme ornée de panneaux interdisant les vêtements. Les panneaux de signalisation interne sont encore en place zone naturiste, accès restreint, tenue de ville interdite avec les règlements intérieurs dans les halls de résidence, plastifiés, encore fixés au mur. La plupart continuent, c'est tout. Le numéro 1 est différent de tout le reste de cette liste. Pas une station abandonnée, une ville thermale encore ouverte, qui vend de l'eau, dont l'actif principal est interdit depuis 45 ans. 1. Thonon-les-Bains, Haute-Savoie. Sur une falaise de 30 mètres au bord du lac Léman, les thermes sont encore ouverts 2 jours par semaine. Le lac est encore là, derrière les grilles des berges interdites de baignade dans toute la zone urbaine. Mais en 1920, Thonon était la capitale de l'eau minérale de France, et le Léman était la mer intérieure des Alpes. Ce qui a suivi était difficile à croire. Au pic de son activité, Thonon comptait 6 sources minérales exploitées, 3 établissements thermaux, une école hôtelière fondée en 1905, 120 000 curistes par an, des bateaux à vapeur reliant Thonon à Genève, Lausanne et Évian, une promenade de bord de lac de 3 km et des hôtels avec vue directe sur l'eau. Des diplomates genevois traversaient le lac en bateau le matin pour prendre les eaux. Des familles suisses venaient le week-end. Les enfants se baignaient au pied de la falaise. Le lac était leur jardin commun. En 1980, les autorités sanitaires ont déclaré la zone de baignade de Thonon-les-Bains interdite en raison de la pollution du lac Léman. Cette interdiction est toujours en vigueur en 2025. Les thermes utilisent une eau souterraine différente du lac, car le lac lui-même est impropre. Une ville thermale construite autour de l'eau la plus pure des Alpes, dont personne n'a le droit de toucher la source principale depuis 45 ans. Le lac a été pollué. Les thermes ont perdu leur sens. Pour une ville dont le seul actif était l'eau, voilà ce qui reste. Des panneaux d'interdiction sur une rive que personne ne touche plus. Les panneaux baignade interdite sont encore plantés sur les berges aux mêmes endroits depuis 1980 à côté des brochures thermales des années 60
qui montraient des familles se baignant dans le Léman, conservées aux archives municipales. La plupart continuent. C'est tout. Ces 10 endroits existent encore. Ils sont sur les cartes. Certains ont des sites internet, des offices de tourisme encore ouverts le matin. La France a une façon de conserver les structures longtemps après que les raisons d'être là ont disparu. Les façades restent, les panneaux restent, parfois même les gens restent. Ce qui part, c'est le sens. Et une fois que le sens est parti, les bâtiments les plus solides du monde ressemblent à des décors. Si tu connais un endroit comme cela, une station, une ville, un port, laisse son nom en commentaire. On la peut être déjà trouvée, on ne la peut être pas encore trouvée. Et si cette vidéo t'a appris quelque chose que tu ne savais pas, abonne-toi, il y en a d'autres.